Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'International. Nous sommes ici aux Seychelles avec Joël Morgan. Joël Morgan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Environnement, je prends mon souffle, des Affaires intérieures, des Transports, de l'Énergie et aussi responsable de la lutte contre la piraterie dans l'océan Indien. Alors merci de nous accueillir chez vous aux Seychelles, Monsieur le ministre. Merci aussi de remplacer le président James Alix Mitchell qui devait faire cette émission mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Alors les Seychelles, c'est une ancienne colonie britannique jusqu'en 1976. Aujourd'hui membre du Commonwealth et de la francophonie. D'ailleurs c'est pour cette raison que vous allez faire cette émission en français. Je vous en remercie. Les Seychelles, un pays métissé aux influences multiples d'Europe, d'Asie, d'Afrique. On y parle l'anglais, le créole et le français. J'en parlais il y a un instant. Les Seychelles, c'est 115 îles ou îlots, total à peu près 450 km de terre et 1 300 000 km² de zone géographique totale et économique. Près de 90 000 habitants. Alors, pour vous interroger avec moi, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir, Monsieur le ministre. Et Sébastien Hervieux du Journal Le Monde. Bonsoir, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, la première raison de notre venue ici et de cette émission internationale avec vous, ce sont bien sûr les menaces que font peser sur ces îles, des îles comme les Seychelles, les conséquences du réchauffement climatique, alors que se tient d'ailleurs en ce moment la conférence de l'ONU à Cancun, au Mexique, sur le dérèglement du climat. Avant de parler de tout ça avec vous, Monsieur le ministre, je propose tout de suite de voir ensemble une carte de visite de votre pays préparée par Damien Coquet. Eau turquoise et sable blanc, voilà pour l'image carte postale des Seychelles. Un autre monde, pour reprendre le slogan de l'Office du tourisme, mais ces paysages idylliques sont pourtant menacés. Car cet archipel de 115 îles, situé dans l'océan Indien, est une des premières victimes du réchauffement climatique et redoute une hausse du niveau de la mer. Selon certains experts, la montée des eaux menacerait 60% des îlots de l'archipel et les habitants pourraient devenir un jour des réfugiés climatiques. La montée des eaux serait inévitable, mais il est difficile de connaître son ampleur. Les modèles sont encore extrêmement imprécis et les projections sont très incertaines. Aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire si en 2100, le niveau de la mer sera plus haut qu'il n'est aujourd'hui de 40 cm ou d'1 mètre. Le réchauffement climatique touche également les récifs coralliens qui disparaissent peu à peu. C'est pourtant pour ces fonds marins magnifiques que des milliers de touristes se déplacent chaque année. 2 touristes ont particulièrement marqué l'actualité récemment, Paul et Rachel Chandler. Ce couple britannique a été libéré après avoir été retenu en otage pendant plus d'1 an en Somalie. Ces plaisanciers avaient été enlevés au large des Seychelles. Les pirates somaliens ne se contentent plus d'agir dans le golfe d'Aden, ils sévissent désormais dans l'océan Indien. Bateaux de plaisance, de pêche, cargos pétroliers, on ne compte plus les navires attaqués. Le chef de l'État séchellois lance régulièrement des appels à la communauté internationale. Si on n'arrive pas à résoudre le problème en Somalie, le problème de la piraterie restera toujours. Et ça ne restera pas uniquement un problème de piraterie, mais ça deviendra un problème de terrorisme. Et c'est ça le danger, un danger non seulement pour l'océan Indien, non seulement pour les Seychelles, mais également pour le monde entier. Avec le Kenya, la République des Seychelles est le seul État à oser juger les pirates somaliens, et cela grâce à une coopération étroite avec plusieurs pays occidentaux dont la France. Les Seychelles sont devenues l'une des bases arrières de l'opération Atalante, la force européenne anti-piraterie. Si les Seychelles font tout pour éviter les pirates, sa principale île Mahé est considérée par certains comme l'île au trésor, un paradis fiscal légal. Le pays ne figure pas sur les listes noires ou grises de l'OCDE, mais bien sur la liste blanche, au même titre que la France ou la Grande-Bretagne. Les Seychelles ont d'ailleurs signé des conventions censées prévenir toute évasion fiscale. Cependant, des milliers de sociétés étrangères y sont enregistrées, gérées par quelques dizaines d'intermédiaires. De nombreuses structures proposent d'y placer son argent à l'abri des impôts. On peut même créer sa société offshore sans se déplacer sur Internet. Des milliards d'actifs financiers seraient ainsi hébergés aux Seychelles. Pour autant, le pays n'a pas évité la crise. En 2008, les Seychelles se sont même trouvées dans une situation économique de quasi-faillite. Le pays a dû lancer de vastes réformes et a obtenu une partie de l'annulation de sa dette grâce au FMI. Depuis, son économie repart peu à peu, grâce notamment à ses touristes, son sable blanc et son eau turquoise.
Alors, Monsieur le Ministre, on parlera économie et offshore dans votre pays. Ce sont des questions importantes dans quelques minutes. Mais d'abord, cette question d'actualité, j'en parlais avant dans la présentation de l'émission, avec le sommet donc, de Cancun, le réchauffement climatique et ses conséquences pour les Seychelles. On s'attend malheureusement à un échec du sommet de Cancun, après celui de Copenhague en 2009. Qui, selon vous, Monsieur le Ministre, est responsable de cet échec annoncé? Est-ce que c'est, on peut le dire, quelque part, l'égoïsme des pays du Nord, des pays riches? Je pense que oui. Je pense que c'est un peu l'égoïsme de la part des pays plus industrialisés dans le monde qui ne veulent pas prendre en compte la perte des acquis économiques pour effectivement sauver la planète. Quelque chose qui est très important parce que sans la planète, on ne peut pas survivre comme une espèce et sans la planète, on ne peut pas avancer économiquement non plus. Alors les deux, l'économie et la planète sont reliés. Bruno Darroux? Alors, Monsieur le Ministre, évidemment, il y a une délégation séchelloise qui est à Cancun. Votre pays fait partie de ce qu'on appelle l'association des petits États insulaires. Alors d'abord, pourquoi vous êtes-vous regroupé avec d'autres petits États insulaires et quelles sont les actions prioritaires que vous allez défendre à Cancun? Bon, on s'est regroupé principalement avec les petits États insulaires parce que ensemble, il y en a 42 pays. Ensemble, nos voix ensemble, c'est beaucoup plus fort en termes d'une seule voix. Sur la position des petits États insulaires sur le sujet du changement climat. Et ensuite, qu'attendez-nous de Cancun? Je pense qu'on en attend beaucoup. Mais la réalité de la chose, c'est qu'à notre avis, il n'y aura pas beaucoup à Cancun en termes de résultats. Mais pourquoi les petits États insulaires en fait se sont regroupés pour une revendication? C'est parce qu'ils craignent évidemment la montée du niveau des eaux qui est liée au réchauffement climatique. Donc votre principale demande, c'est un objectif contraignant et respecté de réduction des émissions de CO2. Voilà, effectivement une réduction des gaz de serre de la planète, mais principalement la CO2, où les émetteurs principaux sont les pays industrialisés, tels comme les pays d'Europe, les pays des États-Unis, dans le continent américain, le continent asiatique, ainsi de suite. Et je pense que si on est dans la O6 aujourd'hui, c'est parce que ensemble, on peut au moins essayer de porter une lumière, une bougie dans la noirceur, effectivement, pour dire, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on est en voie de disparition. Mais si on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 en particulier, vous pensez que des îles comme les vôtres sont réellement menacées de disparition? Bien sûr, les Seychelles, c'est une combinaison des îles granitiques avec des montagnes et des îles coralliennes qui sont complètement plats, qui sont peut-être 1,5 mètre à 2 mètres en termes de... Sur le niveau de la mer. Sur le niveau de la mer, voilà. Et essentiellement, avec la hausse du niveau de la mer, avec le réchauffement de la planète, il y aura... Dans le sujet, cette hausse du niveau de la mer est difficile à mesurer, donc on n'est pas encore très sûr de la montée exacte du niveau de la mer. La prédiction scientifique, c'est en 40 cm et 1 mètre. Mais l'importance là, c'est que même si c'est 40 cm ou même si c'est 1 mètre, avec le changement climatique, il y aura des tempêtes beaucoup plus sévères qui effectivement causera les problèmes d'érosion et des problèmes de submersion de ces îles. Et résultat, perte de zones exclusives économiques, perte de rendement économique pour les pays et aussi perte de territoire et perte d'habitat. Ça pourrait avoir des conséquences indirectes, par exemple, sur l'économie. Voilà, des conséquences très fortes effectivement sur l'économie. D'accord. Sébastien Hervieux. On parle beaucoup des conséquences sur la population locale, mais dans un archipel comme les Seychelles, c'est aussi les grands hôtels touristiques, parfois de luxe, qui peuvent être en priorité touchés par le réchauffement climatique. Bien, je pense que tout le monde est touché. Mais pour nous, les Seychellois, le tourisme et la pêche, ce sont les deux piliers principaux de l'économie. Et effectivement, si le tourisme est touché, ça nous touche directement, réellement et très fortement, oui. Alors un autre impact du réchauffement climatique et donc de la montée du niveau des eaux, parce qu'il faut peut-être rappeler que le réchauffement climatique provoque la fonte des glaciers, donc c'est comme un glaçon, ça fait monter le niveau des eaux. Oui. Bon, une autre conséquence à moyen terme peut-être, c'est sur les récifs coralliens, puisque en fait le réchauffement de la mer provoque une sorte de mort lente des récifs coralliens. Vous avez déjà beaucoup de récifs coralliens affectés, et ça aussi ça a un impact sur l'économie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi précisément? Bien, les récifs coralliens ont plusieurs fonctions en termes de l'écosystème elle-même. Mais aussi, elles protègent les côtes
de notre pays contre des tempêtes, des houles, ainsi de suite. Et effectivement, c'est une barrière contre l'érosion aussi. Mais importante pour les récifs coralliens, c'est qu'il y a une biodiversité très très importante. Non seulement pour les Seychelles, mais pour l'humanité. Et ce n'est pas uniquement les coraux des Seychelles qui ont été affectés, ce sont les coraux d'Australie, du Madagascar, du Thaïlande, un peu partout dans le monde. Et avec le problème de réchauffement du climat et la hausse dans la température de la mer, effectivement, les poissons qui dépendent sous les coraux pour leur vie, pour leur suivi, effectivement, pour leur reproduction. Les coraux, ça sert aussi de ce qu'on appelle une nurserie voilà, pour les poissons. Les petits poissons, ainsi de suite. Tout ça, si c'est détruit, on perd aussi l'élément de la pêche. Alors pour nous et pour les pays comme les pays de l'Union européenne, par exemple, qui dépendent beaucoup des produits du poisson pour leur économie et pour leur alimentation, ça va aussi avoir un effet très direct. Alors à propos des coraux, en 1998, il y avait eu une terrible dégradation de ces coraux. Près de 90% des coraux avaient disparu. Est-ce qu'aujourd'hui, ces coraux ont récupéré? Est-ce que d'autres ont pris leur place? Ou comment ils se portent aujourd'hui, ces coraux? Mixte, ça a commencé à récupérer, ça prend beaucoup de temps. On a aussi des programmes scientifiques qu'on a lancés avec des différents partenaires, des ONG, pour effectivement transplanter des coraux dans des nouvelles zones où elles ont été dévastées, pour effectivement avoir une nouvelle comment est-ce qu'on dit ça? Une nouvelle naissance, voilà, des coraux dans ces endroits. Alors je voudrais revenir comme un instant à la conférence de Cancun. Si cette conférence est un échec, est-ce que ça veut dire qu'une conférence au niveau de l'ONU avec 192, 196 pays, c'est trop gros et qu'il faudrait peut-être confier ces questions de climat et d'environnement au G20, par exemple? Est-ce que vous êtes favorable à cette responsabilité du G20 en cette matière? Non, pas du tout. Je pense que le mettre dans les mains de quelques-uns n'est pas du tout la solution. Je pense que la solution, c'est que les gros pays industrialisés, ensemble avec les gros pays qui sont en train de développer, qui aussi sont des... Vous parlez de l'Inde ou de la Chine? Voilà. Et de leur part aussi, il faut qu'ils écoutent. Ils écoutent le reste du monde, parce que la majorité de la population du monde reste auprès de la mer. Alors, la majorité de la population du monde aussi est très dépendante sur les produits, les fruits de mer, et aussi sur l'agriculture. Si on est affecté avec les sécheresses, on est affecté avec le niveau de hausse de la mer, tout ça va avoir un effet effectivement catastrophique sur l'humanité. Non seulement sur l'humanité elle-même, mais aussi sur les autres espèces. Donc il faut que les grands pays, et en particulier les pays émergents aujourd'hui, mais aussi les États-Unis et la Chine, on ne peut plus considérer la Chine comme un pays émergent, c'est un pays émergé pour le coup, doivent prendre leurs responsabilités. C'est ça que vous dites? Je dis absolument ça, oui. Oui, c'est très important. Sébastien Hervieux? Mais comme on en parlait tout à l'heure, vous faites partie de l'Alliance des petits États insulaires. Quels moyens de pression vous avez pour faire avancer votre cause? Est-ce que vous êtes optimiste à 20-30 ans pour que les choses changent? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut être optimiste et il faut aussi être pragmatique et réaliste. Il faut que la volonté politique au niveau mondial est là. Et je pense qu'en termes Comment la faire émerger? En termes d'émerger, ça sera, à mon avis, la pression publique dans chacun de ces pays qui éventuellement va faire entendre les politiciens de leurs pays respectifs qu'il faut faire quelque chose, non seulement pour sauver des autres pays dans le monde, mais aussi pour sauver le style de vie et la mode de vie dans leur pays eux-mêmes. Vous savez qu'il y a tout un débat, en particulier en Europe, mais aux États-Unis, sur ce qu'on appelle les climato-sceptiques, ceux qui disent qu'en fait tout ça c'est pas vrai, qu'on n'a pas la preuve de l'influence des hommes sur le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce débat? Vous dites qu'il y a vraiment que le temps presse? Le temps presse. Le temps presse et je pense que les climato-sceptiques sont ridicules, effectivement, parce que la preuve scientifique est nette et claire. Et quand vous vous rendez compte que vous prenez toute l'énergie solaire que la planète a absorbée pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et qui a été maintenant effectivement stocké en termes de produits pétroliers sous la Terre, et on brûle ça dans 50 ans, dans 100 ans, et on relâche toute cette énergie et tout ce gaz dans l'atmosphère, effectivement, même pour un non-scientifique, c'est évident. Mais les climato-sceptiques disent qu'on n'a pas les preuves, justement. On manque de preuves scientifiques ils disent que de l'activité. Mais si on a les preuves, par exemple, ici aux Seychelles, on voit bien que le niveau de la mer commence à monter.
On a fait une Oui, étude. c'est peut-être un phénomène naturel, Ouais, cyclique. on peut dire ça, mais aussi la température, par exemple, a augmenté par 1,5 degré en moyenne pendant les dernières dizaines d'années. Et on voit l'effet. L'effet est là. Mes parents à moi, mes grands-parents à moi, n'ont pas vu ce que je vois aujourd'hui en termes Par exemple, de... vous parliez tout à l'heure, en préparant l'émission, vous parliez du fait qu'il ne pleut plus assez. Oui. Les précipitations du mois d'octobre étaient au niveau à 4% de ce qu'elles sont 4%, d'habitude. c'est ça, oui, Donc c'est effectivement, vraiment une vraie sécheresse. il y a un décalage énorme en termes de la moisson de pluie. Et quand la pluie tombe, c'est nettement inférieur à propos ou en relation avec la moyenne du passé. Mais justement, là-dessus, pour revenir sur ce problème de pluie, qui est un autre problème climatique auquel sont confrontés les Seychelles, parce que évidemment le manque de pluie, ça provoque le manque d'eau, même si on va voir que vous essayez d'y remédier par d'autres manières. Aussi l'alimentation. Voilà, absolument, et aussi l'alimentation. Mais pour le moment, en fait, vous vous basez sur des données, pour continuer sur le débat climato-sceptique, sur des données qui sont relativement récentes. Je crois que les données les plus anciennes remontent à 1971. Donc, vous dites que c'est une preuve, mais est-ce que vraiment on peut dire que c'est une preuve suffisante alors que les données sont quand même assez récentes finalement? Quand on prend des modèles scientifiques, par exemple, et on voit si on injecte tant en termes de pourcentage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et effectivement, on fait des modèles, on bâtit des modèles scientifiques dessus et on voit dans un laboratoire ce que ça fait et on fait ensuite une extrapolation vers la planète elle-même. Je crois que c'est évident. C'est évident que toute l'énergie solaire qui a été stockée pendant des centaines de milliers d'années, tout relâché à un seul coup, a un effet important, un impact très important sur le climat de la planète. Alors tout de suite, le problème de l'eau aux Seychelles est devenu un problème important pour la population. Oui, très important. Vous avez mis en place depuis quelques années, je crois, toute une politique de désalination, c'est-à-dire transformer l'eau salée en eau douce pour que les gens puissent continuer à avoir de l'eau potable. Donc vous estimez que cette politique a été un succès, a été rentable, mais en même temps, elle ne rend compte pas vraiment l'adhésion de la population qui ne trouve pas cette eau très bonne. Oui. Mais en fait, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix parce que pour nous, on est une petite île. Mahé est petit en termes de superficie, très montagneuse et pas avec des grandes rivières. Alors pour nous, le principal, ça doit d'avoir une politique de sécurité d'eau. Et pour nous, la politique de sécurité d'eau, c'est d'avoir effectivement une gamme de mesures, inclus la désalinisation, pour les temps où il n'y a pas de pluie et il n'y a plus d'eau dans les réservoirs pour fournir la population. Alors, Sébastien Hervieux, toujours sur cette question climatique. Oui, quelle autre mesure vous pouvez mettre en place à votre niveau, au niveau local, pour lutter contre des phénomènes comme l'érosion ou d'autres phénomènes liés au changement climatique? On a des programmes scientifiques financés par le Fonds environnemental global, le GF, qui effectivement assiste les Seychelles. On a un programme qui effectivement cible l'érosion des zones côtières. Et là aussi, avec le gouvernement japonais, pendant la conférence de TICAD l'année dernière, où le président Michel, le président de la République, y était, il a fait un appel là-bas et le gouvernement japonais a financé une étude pour voir comment faire pour effectivement avoir des mesures pour contrôler l'érosion des zones côtières. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Est-ce qu'il faut, par exemple, pour les nouvelles habitations, les construire de manière plus éloignée de la côte? On a déjà établi des lois sur la loi générale de la protection de l'environnement. Par exemple, maintenant, les bâtiments, les maisons ou des autres immeubles, ainsi de suite, ne peuvent pas être bâtis moins de 25 mètres de la ligne verte. Alors, la ligne verte, c'est où la végétation commence à pousser sur le sable. Alors, on s'est éloigné, précisément pour protéger la dune, la zone entre la mer et prévenir l'avancée des eaux, voilà. Les montées de plus en plus. Voilà. Oui. Il y a un autre problème dont il faut peut-être parler sur les problèmes climatiques auxquels sont confrontés les Seychelles, c'est ce qu'on appelle les îles artificielles. Ici, je crois que vous dites îles comblées. Pourquoi d'abord avez-vous décidé de vous mettre à construire des îles artificielles alors qu'il y a encore beaucoup d'îles qui sont inoccupées? Est-ce que c'est pour la population? Est-ce que c'est pour le tourisme? Est-ce que c'est pour accueillir les sociétés offshore? Quelle est la motivation de cette mise en place d'îles artificielles? Bon, si vous regardez la superficie des îles granitiques, elles sont très montagneuses et très étroites. Effectivement, donc il y a très peu de place pour l'habitat. Très peu d'espace pour l'habitat. Et aussi, on a une politique très forte sur la conservation et la préservation de la nature, des forêts naturelles par exemple. Aux Seychelles, nous sommes peut-être, je pense, le pays dans le monde où il y a, en termes de pourcentage, nous avons la plus grande superficie sous protection environnementale. C'est 47,2%
de la totalité de la masse terrestre sous protection environnementale. Donc vous êtes bien au-delà des objectifs fixés par le texte de Nagoya sur la biodiversité, bien au-delà, qui est de 17%, je crois. Voilà, de 17% de Nagoya. Et suite à ça, on a pris une décision très bien informée pour dire, écoute, on va faire le remblage, on va faire ce qu'on appelle le comblage ici, sur certaines superficies dans la mer, pour effectivement épargner les forêts naturelles, la flore, la faune, pour que l'environnement reste toujours l'aspect le plus important. Mais il y a beaucoup d'îles corallines qui sont inoccupées, que vous pourriez essayer de peupler. Pourquoi vous ne faites pas ça plutôt? Parce qu'il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de distance. Par exemple, on a l'atoll d'Aldabra qui est 1000 km de Mahé et ça coûte énormément d'approvisionner, d'alimenter, ainsi de suite, les îles éloignées. C'est pourquoi il y a très peu de personnes qui habitent dans ces îles. Donc vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur quelle est la destination finalement de ces îles. C'est pour loger la population, c'est pour créer du business, du tourisme, c'est pour accueillir les sociétés offshore, c'est un peu tout ça? C'est pour le développement socio-économique du pays, oui. Logement, tourisme, économie financière, offshore, industrie, ainsi de suite, oui, c'est ça. Merci Monsieur le Ministre, on s'interrompt 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, deuxième partie d'International, on retrouve notre invité Joël Morgan. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Environnement et de beaucoup d'autres choses, et aussi en charge de la piraterie. Alors on va parler de cette piraterie qui fait des ravages pour l'instant dans l'océan Indien. On est un peu revenu au temps des pirates dans l'océan qui borde les Seychelles. Des pirates dont la seule motivation semble, en tout cas jusqu'à plus informer, l'argent. Près de 40 bateaux ont été arraisonnés cette année. Elle n'est pas finie, au large de la Somalie et des Seychelles. Donc on a vu ces images dans le sujet de ce couple Chandler qui est resté prisonnier pendant plus d'1 an. C'est devenu, Monsieur le Ministre, une vraie préoccupation, cette question de la piraterie pour les Seychelles aujourd'hui? Oui, c'est une préoccupation très importante parce que la piraterie menace les Seychelles en son entier. Ça menace notre territoire, notre intégrité territoriale, ça menace notre souveraineté, ça menace aussi nos acquis économiques qu'on a travaillé très dur pendant le passé pour avoir, et ça menace l'avenir. De quelle manière ça menace? Parce que ça fait une mauvaise publicité, si on peut dire, pour votre pays? Oui, ça fait une mauvaise publicité, mais ça menace aussi directement des industries, par exemple le tourisme maritime et la pêche, qui sont des piliers importants pour notre économie. Alors, pour parler plus précisément de la pêche, effectivement, les derniers chiffres là sont assez préoccupants sur la production tonnière, la production de thon journalière. Je crois qu'elle est tombée de 350 tonnes à 250 tonnes à peu près, donc c'est une perte de presque un tiers. Donc effectivement, c'est une perte lourde pour votre économie. Très lourde. Une perte d'un tiers est exacte, et même pour les recettes en termes financiers du port et tout ce qui a à faire avec l'aménagement et les logistiques de l'industrie de thon aux Seychelles, ça représente environ 30% de pertes pour ce secteur. Pour ce secteur, et donc quel est l'impact sur l'économie globale et même peut-être le taux de croissance de l'économie du pays? Effectivement, on a fait une étude pour l'année 2009 pour voir quel était l'impact de la piraterie sur l'économie des Seychelles, et on a vu que c'était environ 4% du PIB en totalité, inclut le tourisme, la perte du tourisme maritime et la pêche. Et donc ce qu'il faut peut-être préciser, je crois que le taux normal sans la piraterie eût été de 8%, voilà. Et donc là ça va être 4%, donc en fait c'est 50% de votre croissance qui a été affectée. 50% de notre croissance a été directement affectée par la piraterie, malgré qu'on a eu des difficultés avec les réformes économiques. La croissance aurait dû être beaucoup plus que ça. Mais à cause de la piraterie, il y a une baisse de 50%, effectivement. Certains disent aussi que ce problème a peut-être eu aussi un avantage, puisque de nombreux militaires et de nombreux navires étrangers passent désormais par le port des Seychelles. Les Américains se sont installés ici et envoient des drones depuis ici. Des militaires français sont là, des compagnies de sécurité privées sont là. Est-ce qu'il y a un léger bénéfice à la piraterie pour les Seychelles tout de même? Oui, bien sûr, il y en a. Parce qu'on veut effectivement... Les Seychelles sont dans l'œil du cyclone
en ce qui concerne la piraterie dans le bassin somalien, qui est toute la région ouest de l'océan Indien. Et nous sommes effectivement le premier touché par la piraterie. Et le fait qu'on voit des bateaux de guerre qui sont en port presque tous les 2 jours, tous les 3 jours, a définitivement un impact positif sur une partie de l'économie, c'est-à-dire les recettes portuaires, l'alimentation, l'approvisionnement, ainsi de suite. Mais en termes, par exemple, de la pêche, c'est un autre effet parce que les bateaux ne peuvent pas pêcher à cause des pirates. Oui, ça a beaucoup réduit en termes d'activité économique de pêche à cause des pirates. Sébastien Hervieux vient de faire allusion aux drones. C'est une information importante. Les Américains ont installé pas mal de drones. Oui, 3 ou peut-être plus. C'est toujours 3 ? Je ne peux pas dire. Mais au moins 3. Au moins 3. Au moins 3. Au moins 3. Et aussi, il y a d'autres. Il y a aussi évidemment l'opération Atalante qu'on connaît, qui sont des bateaux de guerre de l'Union européenne. Mais il y a aussi des avions portugais, suédois. Et toute cette armada ne suffit pas pour l'instant à comment dirais-je, à décourager les pirates. Au contraire, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus vigoureux. Oui, c'est ça. Effectivement, si vous vous rendez compte de l'espace où ils ont à faire la surveillance, c'est effectivement un espace plus grand que les États-Unis. Ça veut dire des millions de kilomètres carrés. Vous disiez tout à l'heure, ça va des côtes somaliennes jusqu'aux Maldives. Jusqu'aux Maldives, jusqu'au nord de Madagascar. Ouais. Et c'est immense. Et avec tous les bateaux, avec tous les moyens militaires qu'on a en termes des forces conjointes sur le CTF 151 ou sur l'Atalante elle-même ou avec les autres pays comme l'Inde, ainsi de suite, qui aussi la Chine, c'est pas suffisant pour arrêter les pirates. Quand vous dites que c'est pas suffisant, est-ce que ça veut dire que vous souhaitez que tous les pays, que ce soit l'Union européenne, les Chinois, les Américains, augmentent leur aide militaire dans cette lutte contre la piraterie ? Je pense que la piraterie n'est pas un problème de l'océan Indien uniquement, en termes des pays de l'océan Indien. Je pense que la piraterie est un problème au niveau mondial même. Parce que, si vous vous rendez compte, beaucoup des produits pétroliers, des gros pétroliers, traversent cette zone. Les gros tankers chimiques traversent cette zone. Les gros bateaux de cargo traversent cette zone en allant d'Asie, Europe, Asie, Amérique. Et ça ne concerne pas que des voiliers de touristes. Ça ne concerne pas que les pays de la région et ça ne concerne pas que le tourisme ou la pêche. C'est quelque chose qui aura un impact Donc au niveau mondial. Vous êtes en train de dire aux pays qu'on a cités, prenez vos responsabilités. Je dis, les Seychelles ont fait le maximum possible. Avec la flotte maritime pour les gardes-côtes qu'on a, avec les 2 avions qu'on a pour la surveillance aérienne, on fait le maximum possible. Les Seychelles, effectivement, sont le seul pays de la région qui fait surveillance maritime et patrouille active maritime 24 sur 24, 7 jours par semaine. Nous sommes le seul pays qui le fait. C'est un sujet passionnant. Bruno Darroux ? Oui, alors justement, est-ce que vous avez quand même des résultats, vu quand même toute cette armada mise en place, même si c'est insuffisant, est-ce qu'en termes de dissuasion pour les pirates, il y a quand même déjà des premiers résultats ? Oui, il y en a des premiers résultats qui sont assez promettants. Avec la force Atalante, avec le CTF 151, avec les Américains, avec les Indiens et les Chinois et tout, on a, je pense, ensemble une approche cohérente qui commence à porter des résultats. Mais c'est-à-dire effectivement, on réussit à dissuader beaucoup plus les gens qui quittent la côte somalienne, les pirates qui quittent la côte somalienne pour mener des attaques. Mais ce n'est pas effectif à 100%. Effectivement, il y en a beaucoup qui établissent une base sur un espace de 6 ou 7 heures. On voit des grands Land Rover et Range Rovers qui viennent avec des barils de pétrole pour les approvisionner, l'eau, l'alimentation. Et 6 heures plus tard, c'est fini, il n'y a rien plus. Ils sont partis. Et ça se passe comme ça sur la côte somalienne. Et ils sont en mer pour 6, 7, 8 semaines. Et ils sont dans des skiffs de 6 à 7 mètres. Alors, c'est très difficile à détecter. On va pas refaire l'historique de la Somalie, mais pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, cette piraterie d'origine somalienne, ce sont des bandits somaliens ou c'est pas aussi simple que ça ? Je pense que initialement, c'était des bandits somaliens. Mais maintenant, ça devient le crime organisé de plus en plus. Un crime organisé que nous inquiétons, effectivement, peut avoir éventuellement un lien avec le terrorisme à travers du Al-Shabaab, qui est naturellement relié avec le Al-Qaïda. Et ça peut devenir un mécanisme du financement pour le Al-Shabaab et ultérieurement le Al-Qaïda. Les renseignements que vous avez tentent à prouver qu'il risque d'y avoir ou il y a déjà un lien. On soupçonne. Ouais. On soupçonne, il n'y a pas de preuve
direct, mais on soupçonne que c'est probablement le cas. Sébastien, peut-être. Oui, je voulais juste préciser une chose. Vous êtes aujourd'hui le seul pays qui accepte de juger les pirates somaliens. Alors que tous les pays dans le monde, la France, les États-Unis, l'Allemagne, ont des législations et peuvent juger ces pirates somaliens qui attaquent leurs propres bateaux. Vous n'avez pas le sentiment, quand vous laisse faire un petit peu le sale travail, c'est-à-dire qu'il faut que vous jugiez les pirates somaliens, et s'ils sont condamnés, il faut que vous les gardiez dans votre prison? Bien. Je pense que je fais un appel. Je prends cette occasion pour faire appel à tous les pays qui sont concernés dans ce problème, et certainement tous les pays amis, par exemple la Force Atalante, du NAVFOR, l'Inde, les États-Unis, de faire un peu plus en termes de le procès légal, en termes de la justice pour les pirates. Parce que nous sommes un petit pays et seul, on ne peut pas le faire. On peut pas tout faire seul. On a déjà 55 Somaliens en prison ici, qui fait 12,6% de notre population de la prison. Et vous allez construire une nouvelle prison? On construit une nouvelle prison avec l'assistance du UNODC. Mais quel est votre sentiment par rapport à ces grands pays qui vous laissent faire? Est-ce que c'est injuste? On leur dit clairement, les Seychelles leur dit clairement qu'il faut qu'à leur tour, ils prennent leurs responsabilités. Est-ce qu'ils ont commencé à vous aider pour mieux faire face, pour juger, pour incarcérer ces pirates? Est-ce que vous recevez une aide de la communauté internationale? L'aide qu'on a reçue jusqu'à maintenant, c'est la construction de facilités d'incarcération qui va prendre 60 prisonniers en termes haute sécurité. Mais pour nous, notre politique est très claire. On va juger les pirates somaliens ici, on va les incarcérer pour un certain temps, mais on veut qu'ils repartent vers la Somalie. Parce qu'on veut aussi que la communauté internationale prennent la responsabilité en Somalie pour avoir des prisons. Comment ça se passe? Ils sont arrêtés, jugés, incarcérés ici, ils ont une peine de prison. Et à quel moment vous décidez de les renvoyer vers la Somalie? C'est ça où on en est en ce moment. On vient de mettre en place une nouvelle législation qui nous permet de faire le transfert des prisonniers d'un pays à un autre sur la base bilatérale. Sur une base bilatérale. Effectivement, avec la Somalie, c'est compliqué la base bilatérale. Oui. Mais effectivement, avec l'aide de l'ONU, on est en train maintenant d'entamer des discussions avec les autorités du Puntland et de la TFG pour avoir des accords bilatéraux. Cette partie nord de la Somalie qui est en fait pratiquement indépendante. Et qui est, en tout cas, disons, qui a l'apparence d'un État organisé, contrairement au sud de la Somalie qui est complètement anarchique. Voilà. Où Al-Shabaab a beaucoup de contrôle. Alors, il faut rappeler quand même que 70% des pirates qui sont arrêtés sont relâchés, faute de preuves. Donc ça ne facilite pas non plus le travail à long terme contre la piraterie. On a parlé de la responsabilité des Américains, des Indiens et des Européens, mais il y a peut-être aussi une responsabilité locale, plus régionale, que peut faire le Kenya, par exemple, à arrêter de vouloir juger les pirates sur place. L'île Maurice ne fait pas grand-chose. Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas aussi c'est bien de lancer des appels aux grands pays du Nord, mais pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à régler une partie de ce problème chez vous, entre vous? En effet, on le fait. Oui. On a eu déjà 2 conférences internationales, inclus la région, pour essayer d'attaquer ce problème exactement et aussi les problèmes régionaux reliés à la piraterie. Mais là, il n'y a plus que vous qui jugez, vous êtes tout seul. Oui, pour l'instant, mais on espère que nos amis mauriciens vont bientôt aussi commencer et on espère que nos amis kenyans et nos amis tanzaniens vont aussi bientôt commencer encore. Les Kenyans vont recommencer, on espère, et les Tanzaniens vont commencer aussi à faire le travail. Effectivement, le Kenya, vous savez l'histoire, ils se sont retirés du procès parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez de support international, effectivement, pour tout ce qui a à faire avec le système de justice criminelle. Pas assez de support international, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez, comment dirais-je, ils ne reçoivent pas assez d'argent en échange, parce que j'imagine qu'il y a aussi des flux d'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Je pense que c'est une question d'avoir tous les moyens, l'infrastructure, les ressources humaines, la capacité d'absorber tous les prisonniers somaliens, qui en a des centaines et des centaines. Je pense que c'est un peu ça le problème. Et c'est ça le message que le Kenya a envoyé vers, par exemple, la communauté internationale pour dire, écoutez, il faut que tout le monde fait un peu plus. Et c'est le même message que les Seychelles envoient. Sébastien? On a le sentiment que les pirates somaliens se rapprochent de plus en plus des Seychelles. Vous ne craignez pas qu'un jour, il y ait des pirates somaliens qui débarquent sur l'une de vos îles et kidnappent ou volent éventuellement
des choses. Est-ce que vous avez déjà mis en place des mesures pour essayer de... et les touristes, et que ça effraie les touristes et que cette belle image carte postale des Seychelles soit abîmée? Est-ce que vous avez déjà mis en place des mesures pour prévenir cela? Effectivement, oui, on a mis plusieurs mesures en place sur un plan stratégique militaire pour effectivement gérer cette possibilité et éviter autant que possible que ça se passe. Parce que pour nous, notre sécurité nationale, notre sécurité territoriale est primordiale. Concrètement, c'est... Concrètement, ça se traduit en termes de déplacement des soldats, par exemple, de l'armée séchelloise sur les îles où, à un moment donné ou un autre, on ressent qu'il y a une menace réelle. Vous laissez des soldats, des militaires sur place, c'est ça? On a des militaires sur place quand il est nécessaire pour protéger des installations touristiques ou pour protéger des îles où il n'y a pas des installations Alors justement, touristiques. vous avez quoi, 115 îles, hein, je crois, 115, au total. oui. Donc vous avez identifié les îles qui sont un peu plus stratégiques que les autres, notamment en termes touristiques? Notamment en termes touristiques, mais aussi en termes stratégiques. En termes des opérations militaires stratégiques, si on a besoin de faire une telle opération, oui. Non, mais c'est les touristes, pour parler clairement, parce que c'est quand même une source importante de vos revenus, les touristes là, qui nous regardent peuvent se dire qu'ils peuvent continuer à venir aux Seychelles et qu'ils seront en sécurité. Bien sûr, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu ce cas. Et je prends l'occasion de rassurer tout le monde qu'effectivement, les Seychelles, les îles des Seychelles sont encore en très haute sécurité. Et les militaires séchellois, ensemble avec l'assistance, par exemple, de l'Union européenne et les autres forces, est en train de nous assister au maximum possible pour assurer la sécurité de nos îles. Et ce n'est pas une question que les pirates viendront prendre les touristes sur les îles. Ça ne se passe pas comme ça. Les pirates sont en mer. Ça, c'est clair. Mais nous, dans ce qu'on parle là, c'est effectivement, on fait prévision pour s'il y a un cas où les pirates s'approchent des îles, on peut réagir rapidement. Je voudrais quand même revenir sur la question du jugement des pirates. Est-ce qu'une des solutions ne serait pas que les pirates soient jugés directement en Somalie? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible à cause du manque d'infrastructures, manque de système juridique qui fonctionne, manque d'état de droit, ainsi de suite, qui effectivement, c'est l'anarchie, comme vous le savez. Et c'est pour cette raison que tout le monde a besoin de prendre leurs responsabilités. L'ONU s'en est occupé. Par exemple, ils ont nommé l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui s'occupe de cette question au niveau de l'ONU. Oui. Et l'intention, c'est effectivement petit à petit d'essayer que, en tout cas, les deux parties de la Somalie qui sont, disons, qui fonctionnent comme des États plus ou moins normaux avec un système juridique, prennent en charge une partie de leurs propres problèmes. Voilà, parce que je pense que la solution du problème de la piraterie est non sur la mer, mais sur la terre en Somalie. Il faut restaurer l'État de la Somalie. Il faut avoir l'ordre dans l'État de la Somalie. Et j'ai eu la chance de parler à Jack Lang dans la dernière réunion qu'on a fait à Maurice. On s'est parlé assez longuement. Quelqu'un de très intéressant, qui écoute beaucoup. On l'a reçu il y a quelques semaines. Il était à votre place il y a quelques semaines. Et retour de mission dans la région, d'ailleurs. On a bien discuté. Et je pense que Jack Lang a beaucoup à contribuer envers une solution permanente en Somalie. Alors, cette question est par nature internationale. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un tribunal international pour juger la piraterie comme il existe un tribunal pénal international, un tribunal international de la piraterie? Est-ce que vous seriez favorable à cette, même si c'est très hypothétique? Oui, c'est hypothétique pour l'instant, mais c'est une formule qui a été proposée dans les sept différentes options que Ban Ki-moon a proposées. Mais on pense que peut-être à ce moment donné, ce n'est pas nécessairement la solution la plus pragmatique, la plus efficace. Parce qu'avec un tribunal international, il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de différents aspects en termes de mise en place d'un tribunal international. Pour nous, la meilleure chose, c'est de juger les pirates dans les pays respectifs, inclus les pays européens, et les répatrier vers la Somalie dans les prisons somaliennes. Effectivement, plus effectives, et la Somalie commence à prendre la responsabilité pour ses citoyens. Sébastien Hervieux. Une chose, on est presque tous d'accord pour dire que l'une des raisons principales de l'expansion des pirates somaliens, c'est l'instabilité politique dans la Somalie même. Oui. Vous ne trouvez pas aberrant qu'on dépense autant d'argent pour protéger des bateaux, des navires en mer, alors qu'il faudrait peut-être dépenser cet argent en Somalie pour établir la stabilité politique et que ce pays ait des infrastructures correctes pour éviter que les pirates somaliens puissent faire ce qu'ils veulent? Je pense que c'est la solution finale pour avoir les infrastructures, pour restaurer l'État de la Somalie.
Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident et ce n'est pas quelque chose qui est tellement simple. Parce que le pays a été dans un état d'anarchie, je pense, environ 20 ans. Depuis 20 ans. Et maintenant, il y a tous les gangsters, il y a tous les chefs des clans, il y a tous les warlords qui font comme ils veulent, effectivement. Et c'est très, très difficile de gérer et de rétablir l'ordre dans un tel pays avec un état d'anarchie si tant épanoui comme on le voit en Somalie en ce moment. Si vous voulez bien, il nous reste quelques minutes, peut-être pour parler un peu de la situation économique de votre pays, qui a connu, on l'a dit dans le reportage tout à l'heure, une quasi-faillite en 2008, qui a été frappée de plein fouet par la crise économique mondiale. Vous avez dû faire, alors que ce pays avait une tradition plutôt socialiste, hein, beaucoup de ministres du gouvernement ont fait leurs études à Cuba, vous étiez un peu dans cette filière-là. Vous avez dû en fait faire une cure de libéralisme pur et dur, puisque vous avez dû renvoyer des fonctionnaires, privatiser, dévaluer la monnaie, mettre en place des taxes aussi. Ça, c'est pas très libéral, mais enfin, il a fallu aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses du pays. Comment se porte aujourd'hui l'économie des Seychelles? Plutôt bien. Ça se porte plutôt bien. Effectivement, on est entré dans un programme de réforme économique et une réforme structurelle avec le FMI. Avec le support des membres du Club de Paris et des autres bailleurs de fonds qui ont soutenu les Seychelles dans ce processus. Ouais. On a eu un effacement de dette d'environ 45% du Club de Paris. Et effectivement, le programme de réforme avec le soutien du FMI a surpassé les expectations et les provisions de performance qui a été prédit. Sans faire trop souffrir la population des Seychelles, parce qu'évidemment, il y a eu des conséquences pour les citoyens. Oui, effectivement, il y a eu des conséquences parce que le prix de la vie a augmenté dans une façon assez importante avec la dévaluation de la monnaie. Ouais. Mais je pense que la population qui est très résiliente. Et effectivement, la population a pu être beaucoup plus industrieuse, beaucoup plus, effectivement, ce qu'on dit en créole, lever, débrouiller. Lever, débrouiller. Oui, c'est-à-dire être beaucoup plus actif économiquement. Ouais. C'est quelque chose que le président, en termes de son appel à la population, quand on a fait face avec les réformes économiques assez dures, il a dit à tout le monde, écoute, on est tous ensemble dans le même bateau. Il faut on va dans la même direction. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup aussi aidé les Seychelles. Ouais. Vous pensez vraiment que la population adhère à cette cure d'austérité quand même, puisque le FMI, comme disait Xavier, n'accorde jamais son aide sans contrepartie. Vous dites que la population est quand même derrière vous dans cette période difficile. Bien sûr, parce que les résultats sont très positifs. Le problème des devises étrangères, qui était un problème chronique pour les Seychelles, a quasiment disparu aujourd'hui. Et les opportunités économiques pour les petits business, par exemple, ça a explosé en termes des opportunités. Et on voit aujourd'hui un Seychellois qui est très industrieux, qui veut aller de l'avant et qui prend sa responsabilité en termes d'avoir son business à lui ou d'avoir effectivement quelque chose qui peut rapporter un gain économique pour sa famille. Alors, on a parlé du tourisme, on a parlé de l'industrie du thon. Il y a un troisième pilier de l'économie seychelloise, oui, ça y est. C'est le business offshore, c'est-à-dire les activités on a dit dans le sujet, d'un paradis fiscal légal, puisqu'il n'y a rien de répréhensible, en tout cas aux yeux de l'OCDE et d'autres institutions internationales. Donc les Seychelles attirent des capitaux de manière anonyme, discrète, sans impôt, avec un secret bancaire. Peut-être, pourquoi ne pas, et c'est une question d'ailleurs qui rejoint le changement climatique, pourquoi ne pas taxer même très peu, à un niveau très faible, tout ce flux d'argent qui permettrait peut-être de mettre de l'argent dans les caisses de l'État pour lutter contre les changements climatiques? Est-ce qu'il n'y a pas là une manne d'argent que vous pourriez récupérer facilement? Bon, vous proposez un taxe environnemental alors. Un taxe environnemental et fiscal. Et fiscal, ouais. Oui, voilà. Écoute, je pense que le secteur offshore est un secteur financier très important pour les Seychelles. Ouais. Mais c'est un secteur qui est strictement réglementé en termes, comme vous avez dit, nous sommes sur la liste blanche. Oui. Et nous maintenons très strictement en termes des normes internationaux et des contrôles internationaux. D'accord. Mais c'est pour la, disons, c'est pas en taxant que vous changeriez de liste. C'est pour la légalité du système. Oui, voilà. Mais c'est pas un taxant. C'est pas un taxant. C'est pas une bonne idée. Effectivement, les bénéfices du business international aux Seychelles rapportent de la valeur ajoutée à l'économie séchelloise. D'accord. Et c'est là où les Seychelles en bénéficient. Donc vous pensez que si vous taxez, vous les feriez partir? Exactement, parce que tous les compétiteurs vont pas taxer. Alors, Bruno Darout, dernière question.
Alors, pour rester sur ces investissements étrangers, il y a certains pays qui sont assez actifs financièrement dans ce pays, notamment les Émirats arabes unis. Comment expliquez-vous ce lien particulier qui ne saute pas aux yeux, comme ça, d'emblée, entre les Émirats arabes unis et les Seychelles, puisque l'émir d'Abu Dhabi a fait construire notamment un très beau palais ici même sur l'île de Mahé? Je pense que c'est un lien politique très proche entre les deux gouvernements et qui effectivement a rapporté beaucoup de fruits en termes de bénéfices. D'où il vient ce lien politique très proche, ce qui n'est pas évident? Pardon? D'où il vient ce lien politique très proche? Ce lien politique très proche vient à travers de l'amitié entre les deux chefs d'État, entre le président Michel et le cheikh président Khalifa des Émirats arabes unis. Et ça date de très longtemps. Est-ce qu'ils n'ont pas des Vraiment, intérêts? il nous reste très peu de temps. Hein. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas des intérêts? On parle de réserves de pétrole ou de gaz au large des Seychelles. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être acheté par les pays étrangers? Non, pas du tout. Les Seychelles ne sont pas à vendre à n'importe qui. Ça, je vous rassure. Les Seychelles sont aux Seychellois et il restera toujours pour les Seychellois. Mais par contre, on aime les pays qui nous aident, les pays amis qui nous aident, parce que ça aide à faire monter le niveau de vie de notre population. Et c'est ça qu'on en recherche en termes de partenariat économique avec nos pays amis. Voilà, c'est sur cette parole, cette profession de foi seychelloise que nous allons terminer cette émission. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir participé à cette émission. Merci vraiment de vos réponses sans langue de bois. Merci. Merci à tous les deux. Merci, Monsieur le ministre. Et merci à tous d'avoir suivi. Il faut aussi remercier l'Hôtel Méridien qui nous accueille pour la réalisation de cette émission. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Au revoir.